Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Vers un nouvel essor français. Oui, on pourrait se poser la question, encore un nouvel essor, encore un nouveau projet, Dieu sait s'il y en a eu. Mais je crois que effectivement, il faut sortir du négativisme. Il faut essayer, en tout cas, chaque fois qu'il y a des citoyens et des gens qui essayent de faire quelque chose et essayent de sortir de oui, on peut rien faire, de constat d'impuissance ou de cynisme résigné. Il faut le saluer. Et c'est ce qu'a fait Patrice Huiban et un collectif vers un nouvel essor français, un livre qui vient de sortir aux éditions VA. Alors je rappelle quand même qui bonjour d'abord évidemment. Bonjour Patrice Huiban. Alors je rappelle qui vous êtes parce que c'est important. Vous n'êtes pas sorti simplement d'une grande école. Vous êtes saint-cérien. Vous êtes breveté de l'école de guerre. Vous avez été officier de l'armée de terre et vous êtes devenu haut fonctionnaire au sein d'un prestigieux corps de contrôle avant de rejoindre le tissu entrepreneurial français en tant que cadre dirigeant dans le secteur privé. Donc voilà, armée, militaire et aussi secteur privé. Vous avez enseigné à Sciences Po. Vous préparez des cadres de la sécurité sociale au concours d'accès à l'école nationale supérieure de sécurité sociale et vous êtes président du mouvement Nouvel Essor Français. Alors, j'allais vous dire pourquoi, dans la foultitude de partis, de mouvements, d'associations, de think tanks et compagnie qui pullulent sur le territoire français et qui proposent leurs recettes magiques ou non, pourquoi avez-vous ajouté, qu'ajoutez-vous au paysage ? Écoutez, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on constate une forme de médiocratie, c'est-à-dire que l'élection présidentielle, ce qui est spécifique à la France, écrase tout, contrairement aux autres démocraties européennes. Je dirais le cœur du réacteur démocratique, ce sont les élections au Parlement, donc moins personnifiées, et donc les partis politiques qui devraient être des laboratoires d'idées qui se présentent aux élections, ce sont hélas muets en écurie à égaux. Et c'est un peu, si vous me permettez l'expression, le concours de beauté permanent. Donc nous, on fait les choses dans l'ordre, on fait un produit politique, travailler pendant 5 ans, parce que gouverner la France, ça s'improvise pas. Une fois que vous êtes aux manettes, c'est un peu le grand 8, si vous me permettez l'expression, dans un parc d'attractions, vous êtes scotché au siège, donc c'est avant qu'il faut réfléchir, et toute proportion gardée, comme il y a 80 ans, et sans risquer notre peau, donc il n'a pas de mérite. Comme Jean Moulin, on essaie de tirer la manche de toutes les formations compatibles que la nation en partage, qui pensent qu'il n'y a pas de démocratie sur nation, et donc on tire la manche pour les alerter sur des mesures de bon sens à mettre en œuvre pour redresser le pays avec au cœur de cette démarche une réforme ciblée et intelligente de la sphère publique. Alors, beaucoup de choses à dire, effectivement, on va essayer de faire l'inventaire. Lisez le livre, en tout cas, ce livre est intéressant, ce livre donne beaucoup de choses, en tout cas, vos options, vos partis pris au bon sens du terme. Et on va essayer, en tout cas, de faire l'inventaire de quelques-unes. Mais la question que je voulais vous poser, vous avez commencé par cela. Mais comment effectivement déjà, puisqu'on est dans le comment, le pourquoi, hélas, on le connaît beaucoup, mais le comment est justement, ou se débarrasser, ou réduire l'action des écuries, des concours de beauté, du tout la Lego et autres, qui dominent la sphère publique aujourd'hui, hélas, en France. Écoutez, le hasard profitant des esprits préparés, on se prépare. Et autre paramètre aussi, c'est que dans l'histoire de France, on est souvent en retard d'une réforme, en avance d'une révolution. Donc je crains, alors ça ne veut pas dire que ce soit violent évidemment, mais un changement de paradigme. Mais il le faut ou pas ? En tout cas, on voudrait que ça se passe sereinement, mais on voit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a pratiquement le pistolet sur la tempe de la Banque Centrale Européenne et du Fonds Monétaire International, comme d'ailleurs c'était le cas en 58, on a quelques analogies avec le printemps 58, et pourtant on a un gouvernement qui ne met pas un projet sur la table, ne serait-ce que franchir la première étape qui est de faire passer un budget. Donc avant de former un gouvernement, il faut dire écoutez, de négocier avec les partis en place pour dire il faut chercher une majorité pour 10 mesures urgentes pour, je dirais, déjà faire voter un budget et ensuite on verra pour la transformation et les mesures plus structurelles. Oui. Vous voulez dire déjà, oui, on voit très bien que le budget, le problème qu'il y a à faire voter un budget, d'ailleurs le problème de mettre d'ailleurs un gouvernement en place avec l'absence de majorité, enfin tout ça on l'a constaté. Mais pour vous, très franchement, Patrice Huiban, est-ce qu'on peut faire l'économie d'une révolution ? Et la révolution n'est pas forcément sanglante. L'URSS a sombré sans un coup de fusil. Et puis, en Argentine ou ailleurs, ou au Salvador, enfin j'en parlais, il y a des changements, je ne dis pas qu'ils sont souhaitables ou pas, mais enfin, il y a des changements sans qu'il y ait eu effusion de sang. Aussi, ça arrive. Tout à fait, ou la révolution de velours aussi en Tchécoslovaquie. Voilà. Après, voilà, il y a une règle aussi assez classique, c'est on ne peut pas espérer résoudre les problèmes avec ceux qui les ont créés. Donc ça nécessite une nouvelle génération de décideurs, je dirais de faire bouillonner un petit peu l'offre politique,
de manière à avoir aussi des individus non seulement compétents, mais qui ont la soif de servir et qui méprisent ceux qui se servent. Donc être habité par son pays, parce que si, quand vous tenez des fonctions assez élevées, vous êtes, pour résister à la tentation et à la pression, vous devez être transcendé aussi par une cause qui vous dépasse, pour résister à l'hubris, l'excès de pouvoir, la tentation de l'argent, etc., la corruption, l'influence. Voilà, donc je pense qu'il faut aussi former un écosystème, former aussi des individus qui travaillent déjà et qui soient mus par un minimum de courage, d'humilité et de lucidité. Ça se trouve encore ? Oui, ça se trouve encore, mais hélas, comme ce sont des individus qui ont une colonne vertébrale, c'est pas forcément ceux qu'on va retrouver pour l'instant au sommet dans les plus hauts postes, mais ils existent, ils n'attendent que de servir, mais sur la base d'un projet clair, avec des personnes de confiance pour le mettre en œuvre. Alors justement, vous avez été officier, vous avez fait l'armée, puis vous avez travaillé dans le privé aussi, justement, vous avez pu aller dans le public et dans le privé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez constaté, parce qu'on dit toujours, évidemment, il ne faut jamais généraliser, que les gens se disent oui, mais aujourd'hui, il n'y a que des coups à prendre en politique et dans l'action publique. La sphère privée, au moins, bon, il y a de la concurrence, mais au moins, on peut se retrouver dans des zones de confort un peu plus globales. Et comme les hauts fonctionnaires, certains hauts fonctionnaires se retrouvent aussi dans leurs zones de confort d'administration. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui, et comment faire pour que de plus de gens, et ils existent, quittent leur zone de confort, en tout cas en partie, et pour aller vers le collectif et la nation? Disons que vous avez raison, les meilleurs de la nation ne sont pas à sa tête. Mais pour ça, il faut donner envie. Et ce qui est dramatique aujourd'hui, on est dans un cercle vicieux, puisque les partis politiques en place n'attirent plus, donc vous avez un vivier de plus en plus restreint, et parmi ce vivier, finalement, c'est ceux qui ont le plus d'entre-gens, vraisemblablement, qui arrivent au sommet sans forcément travailler le fond. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'élection présidentielle écrase tout en France. Dans les autres démocraties Est-ce qu'il faut changer alors ce régime? Est-ce qu'il faut changer pour nous, on serait déjà, dans un premier temps, d'inverser le calendrier. Alors là, c'est vrai qu'avec la dissolution, on n'est plus dans le calendrier habituel, mais en tout cas, qu'on est dans un calendrier normal, les élections législatives avant l'élection présidentielle. Imaginez en 2022, si on avait d'abord appelé les Français à voter pour désigner leurs députés, je pense que les partis politiques auraient été amenés mécaniquement à mettre sur la table différents projets plutôt que de se focaliser sur les personnes. Oui, d'accord. Ça aurait été effectivement l'inversion. Alors, aujourd'hui, justement, je voudrais qu'on regarde un peu cela, parce que pour le moment, vous êtes... oui, je voudrais juste parler de l'histoire. Vous êtes combien? Quelques centaines aujourd'hui? Alors, on a pour l'instant, on est jeune, on s'est structuré en 2023. On a, on va dire, un lot de 500 personnes environ et d'une centaine de personnes actives. Qui sont des cas qui sont dans la société. Exactement, c'est-à-dire c'est intéressant de s'appesantir sur la méthodologie. On a reproduit la méthodologie de l'audit, c'est-à-dire qu'il y avait une vingtaine de comités thématiques, sans exclusive. On prenait des gens qui étaient motivés pour mélanger à la fois l'intelligence d'expertise et l'intelligence d'expérience. Ensuite, je jouais le rôle de superviseur, c'est-à-dire tout simplement, je regardais si le plan, était respecté, constat, enjeu, proposition, si c'était bien écrit, bien sûr, intelligible, et surtout, si c'était cohérent. Ce qu'on dit sur l'écologie, cohérent avec ce qu'on dit sur l'agriculture et sur l'économie. Et ensuite, on envoyait ça à la contradiction de nos sympathisants adhérents aux quatre coins du pays pour justement demander leur avis, parce qu'il y a deux intérêts à ça. C'est un, vérifier qu'on n'oublie rien, parce que le diable est dans le détail. Il y a des choses qui nous sont remontées qu'on n'avait pas vues initialement. Et puis le deuxième intérêt, c'est l'appropriation collective. Quand on demandait aux individus leur avis, quel que soit au final l'apport qu'ils auront dans le projet, ils se sentent investis. C'est pour ça que c'est par le projet et par les idées qu'on peut rapprocher les individus de bonne volonté de la politique et des mouvements politiques. Alors justement, prenons déjà dans le détail, enfin vous parlez du modèle économique, retrouver la prospérité, etc. Vous parlez de l'intelligence économique, etc. Là, et tout à l'heure dans l'émission, vous avez vu déjà, et d'ailleurs c'était une illustration de ce que vous dites par rapport à l'Assemblée nationale, l'histoire de la réforme des retraites. Non mais qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Prenons un exemple. Vous voyez, aujourd'hui la réforme des retraites, non, il faut revenir à 62, voire à 60 pour certains, d'autres disent non. Et pour le moment, on ne peut rien faire, puisque si c'est elle qui présente le projet, moi je vote pas, etc., etc. Prenons la réforme des retraites. Alors, nous déjà, on n'est pas sur une logique paramétrique qui a comme angle mort déjà la démographie. Parce que le système actuel, par répartition, suppose qu'on ait une politique familiale relativement dynamique et qui est en crise. Il n'y a pas vraiment de mesures pour y remédier. Mais nous, on va plus loin.
on fait un système à 3 étages, comme d'ailleurs dans d'autres pays, la Suisse, les Pays-Bas, etc., ou les pays du Nord en général. On met pas entre guillemets tous les œufs dans le même panier. C'est-à-dire oui. alors premier socle, premier étage de ce système de retraite, c'est basé sur la solidarité financée par tous les revenus financiers, du capital, un petit peu du travail, les revenus de remplacement aussi des différentes allocations. Voilà, donc comme la CSG, on tape tous les revenus pour un premier étage de solidarité, c'est-à-dire qu'on estime qu'en France, à 65 ans, on ne peut pas laisser un citoyen au bord de la route sans ressources. Donc, alors après, ça reste à affiner, on peut dire 1 200 € à 65 ans, quel que soit votre parcours de vie, vous avez ce parachute de 1 200 €. Ensuite, deuxième étage, c'est là que c'est intéressant, on met entre guillemets en concurrence l'Agirc Arrco. C'est-à-dire que comme ça a été fait pour la complémentaire santé et la Cour des comptes a montré que ça a apporté une plus-value, on va dire, pour les salariés, vous laissez sous couvert de l'employeur public et privé le choix de votre assureur vieillesse. Que ce soit par répartition. Qu'il y ait une concurrence là-dessus. Alors, voilà, mais que ce soit par répartition comme l'Agirc Arrco ou préfonds qui donne satisfaction aux fonctionnaires par capitalisation. Donc ça, c'est le deuxième étage de la fusée. Et puis le troisième étage, c'est ce qui existe déjà, c'est-à-dire que vous mettez, je dirais, du beurre dans les épinards, vous pouvez cotiser en étant défiscalisé à titre personnel. Ça, c'est une retraite supplémentaire facultative. C'est ça, d'accord. Donc, essayez que chacun, en tout cas que personne ne soit laissé au bord de la route. Exactement. Donc voilà, il y a une brique de solidarité financée par tous les revenus, j'insiste. Et ensuite, c'est la partie deuxième étage, retraite complémentaire obligatoire, contributive. Donc là, c'est-à-dire, en fonction de ce que vous avez versé et l'abonnement éventuellement de votre employeur ou de votre branche professionnelle, vous allez toucher ce supplément. Et puis ensuite, si vous avez les moyens et la volonté de le faire, de comme aujourd'hui, de cotiser dans des plans épargne retraite et autres. Alors, et l'âge de la retraite, vous ? Déjà, pour moi, je pense qu'il fallait, si on reste dans le système actuel et des débats actuels, il fallait plutôt rester sur une durée de cotisation, ce qui permet aux Français d'arbitrer. Vous avez commencé tôt, il est normal que vous puissiez partir plus tôt si vous avez l'ensemble des... Voilà, si vous avez vos 43 ou 44 annuités, alors on peut pousser peut-être sur 45, j'en sais rien, avec des bonifications en fonction de la pénibilité. Vous voyez, plutôt que de mettre un âge couperet qui focalise un petit peu toutes les attentions et crée beaucoup de sentiments de frustration, d'inégalité, et ensuite, quand on veut corriger ces inégalités, ça fait entre guillemets des usines à gaz. On reste sur les annuités et en fonction du moment où vous avez commencé votre carrière professionnelle. On va continuer à en parler, on va essayer vraiment de faire l'inventaire après cette petite pause. À tout de suite. Et puis vous voulez avoir la parole, vous voulez nous interpeller sur ce que vous avez entendu, un seul numéro, le 0826 300 300. Appelez-nous, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Vers un nouvel essor français. Mais alors ce nouvel essor français, Patrice Huiban, votre livre vient de paraître aux éditions VA. D'abord, il faudrait quand même rappeler que nous sommes quand même, nous avons l'air, en tout cas, tout se passe comme si on boxait avec le bras en écharpe, et quand je dis le bras, peut-être les deux bras. Je rappelle, 300 000 milliards de dettes. Je rappelle que la charge de la dette va être de 70 milliards. Je rappelle que le déficit, il avait été lancé de 4,6%. Il va être de 6, sinon 7%, etc., etc. Et donc, on a vu, effectivement, la grande charge, voilà. Il faut trouver de l'argent, et c'est les impôts, mais pour qui ? Pour pratiquement toujours les mêmes. Et les dépenses publiques, et les dépenses de l'État, et la charge de l'État. Je voudrais savoir, de ce point de vue, comment peut-on prendre son essor si on a tous ces boulets aux pieds ? Oui, alors tout à fait. Alors, pour que les auditeurs comprennent bien, la situation de la France aujourd'hui, c'est comme si vous gagnez 3 500 € et vous dépensez 5 000. Et ceux qui vous prêtent les 1 500 € sont majoritairement pas de votre cercle personnel, familial ou amical, et peuvent vous envoyer l'huissier tous les 4 matins, et derrière, c'est votre épargne. Puisque les 6 000 milliards d'euros d'épargne des Français hors immobilier couvrent largement les 3 200, ou même plus de 3 200 milliards de dettes, et le dispositif législatif et réglementaire est prévu, puisque le Haut Conseil de stabilité financière le prévoit via la loi Sapin 2, donc on peut préempter tout ou partie de votre épargne. On peut aujourd'hui, les instruments sont là pour préempter, pour aller, disons le mot, piller dans votre épargne. Alors, ça a été baissé, c'est-à-dire que l'État garantit maintenant non plus 300 000 mais 100 000 €, mais on sait très bien que le jour où le pistolet arrive sur la tempe, du jour au lendemain, on peut passer à 50 000, 30 000 ou 0. Oui, c'est-à-dire que vous avez un compte à banque et on exactement. dit voilà... Et concrètement, pour qu'on comprenne bien, c'est comme les Grecs en 2015,
C'est-à-dire que votre épargne est bloquée, vous ne pouvez pas la liquider, votre livret A, votre livret de développement durable, votre assurance vie, et vous êtes Même votre compte courant? Ah non, le compte courant, vous pouvez être limité comme les Grecs à l'époque, c'était 60 €, peut-être qu'allez, on nous laissera peut-être 100 € par jour. Vous voyez, mais concrètement, c'est pas du tout impossible. Hein. On dit toujours oui, mais too big to fail. Désolé pour le mauvais français. Oui. Mais c'est-à-dire trop grand pour faire faillite. Voilà, c'est ça. Mais l'histoire est faite de signes noirs. L'histoire est faite d'événements totalement imprévisibles que personne n'avait prévu et qu'on essaie d'expliquer a posteriori, comme les tours jumelles, comme la Révolution française, comme le Brexit. Etc. Donc vous dites que c'est parfaitement possible, et bien sûr que c'est possible, que demain le blocage se fasse. Et surtout que, il n'y a pas de projet comme nous on le met sur la table pour réformer l'État qui est le nœud gordien du sursaut national, qui asphyxie le pays à petit feu, le pouvoir d'achat des Français, les marges des entreprises, en particulier les PME qui emploient 70% des salariés, qui ne peuvent pas optimiser comme les grands groupes. Donc on est vraiment dans un cercle vicieux, donc il n'y a pas de programme pour enrayer ça, il n'y a pas de volonté politique, et maintenant, fait nouveau, il n'y a pas de majorité au Parlement pour ne serait-ce qu'appuyer sur le frein en mode coup de rabot, ce qu'il ne faut pas faire, mais dans l'urgence, si on n'a pas le choix, pour rassurer nos créanciers, même le coup de rabot, on n'est pas sûr de le faire aujourd'hui, sachant que si on ne fait rien, la dépense s'emballe. La dépense s'emballe aujourd'hui. Bien sûr. Et alors justement, on voit l'état des lieux, on le voit. Et alors vous vous dites commencez par quoi? Par exemple, vous seriez au pouvoir, disons l'essor, le nouvel essor obtient la majorité aux élections. Vous faites quoi? Vous commencez par quoi? On va pas tout régler évidemment. Non, mais il y a plusieurs pistes à court et moyen terme. Hein. Par exemple, les arrêts maladie. Aujourd'hui, vous avez 1 jour de carence dans le public, 3 jours dans le privé. Et dans le privé, vous avez un taux de remplacement de votre salaire qui est uniquement de 50%. Alors parfois, sous couvert d'un accord de branche ou d'entreprise ou de votre complémentaire ou supplémentaire santé, vous pouvez compléter. Le public, c'est 1 jour de carence et 100% de votre traitement, voire même parfois les primes qui sont incluses. Donc nous, ce qu'on dit, c'est de ramener, dans un souci d'équité, les 3 jours de carence dans le public et dans le privé, et de raboter un petit peu le taux de remplacement de remplacement du salaire des fonctionnaires à 90%. Rien que ça, vous avez 2 milliards tout de suite, et avec un effet évidemment derrière. Puisque même à 90%, sans aller jusqu'à 50%. Ouais, exactement. Donc déjà 2 milliards, et après il y aura un effet vertueux, puisqu'il y aura moins d'arrêts maladie. Après, il y a les associations. Il faut savoir que les collectivités et l'État versent 23 milliards d'euros aux associations. Alors, dans certains cas, c'est tout à fait justifié, bien évidemment. Mais il y a d'autres. Voilà, sauf qu'il y a des problèmes de contrôle derrière. Hein. Et nous, ce qu'on propose, c'est de limiter les versements publics aux organismes à but non lucratif reconnus d'utilité publique, essentiellement associations, fondations, reconnus d'utilité sociale, l'économie sociale ou solidaire, ou quand c'est une association purement locale qui ne peut pas avoir la reconnaissance d'utilité publique, donc une envergure nationale, type une association de foot, qu'elle soit affiliée à une fédération nationale et charge à l'État, à travers un contrat d'objectifs et de moyens, de serrer un petit peu rêne courte la fédération pour qu'elle contrôle ce qui se passe dans ces clubs où il y a parfois des dérives sectaires qu'on peut constater. Et puis savoir à quoi servent certaines et alors si on fait ça, alors le problème c'est qu'en source ouverte, on n'a pas réussi à discriminer dans les 23 milliards ce qui relève des organismes reconnus d'utilité publique, d'utilité sociale, les associations affiliées à une fédération sportive nationale. Mais on estime qu'on peut économiser et là tout de suite presse-bouton, entre 5 et 10 milliards d'euros. Tout de suite. Les versements à l'Union européenne. Nous, on s'entête, pour être le meilleur élève, à continuer à payer ce qu'on nous demande de payer. Beaucoup de pays, dont l'Allemagne, ont obtenu des rabais. Parce que notre participation à l'Union européenne est passée de mémoire entre 2018 et 2022 de 18 milliards à 27 milliards. Plus 50% d'augmentation. Alors, si c'était pour des projets, pour aller sur Mars, ou je sais pas, pour l'intelligence artificielle, créer un Google européen, j'en sais rien, très bien. Mais là, c'est plutôt pour financer une bureaucratie qui s'enquisse. Donc là, on pourrait négocier, si on regarde un peu par rapport à nos fondamentaux, on pourrait négocier 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros. On a aussi également, là, c'est un gros morceau, les dépenses de santé. Ouais. Et ça, on n'en parle jamais. Tenez-vous bien, ça fait 25 ans qu'on est dans le digital, qu'on a une carte vitale qui ne porte même pas votre groupe sanguin. Le fait qu'on ne partage pas les données de santé entre praticiens de ville et de l'hôpital, les praticiens entre eux, génère 30% d'actes inutiles prescrits en France contre une moyenne de 15 à 20% au sein de l'OCDE. 30% d'actes inutiles, mais interrogez les... Comme par exemple, c'est ce que vous appelez vous arrivez aux urgences, dans le doute, on n'a pas votre dossier médical, on va refaire une IRM, on va refaire un scanner, on va faire un examen quelconque.
Et alors, non seulement ça coûte à peu près 30 milliards d'euros, puisque 10 points d'écart sur les 300 milliards de dépenses de santé complémentaires comprises, c'est colossal. Et alors, non seulement c'est du gaspillage à grande échelle, mais ça crée, et ça n'en parle jamais, des morts évitables aux urgences chaque année, des centaines de morts chaque année aux urgences. Parce que quand vous arrivez inconscient, sans que les médecins et vos antécédents médicaux, c'est un peu la roulette russe. Avec des morts et aussi des gens qui sortent de là avec des séquelles à vie. Vous pourrez l'avoir sur votre carte vitale. Alors, soit la carte vitale ou soit Mon Espace Santé. L'outil existe, Mon Espace Santé. Il faut juste, entre guillemets, contraindre les médecins de ville et de l'hôpital à le remplir sous peine de déconventionnement avec l'assurance maladie. Vous savez que le conventionnement avec l'assurance maladie, c'est un contrat. Oui, alors les médecins se plaisent déjà d'avoir une paperasse terrible, d'être... Bah non, parce qu'aujourd'hui, ce ne serait pas plus complexe, dans le sens que plutôt que de remplir une ordonnance papier, vous allez remplir Mon Espace Santé, c'est tout. Et de façon plus générale, ce qu'on propose de négocier avec les médecins, qui sont moins bien payés à l'acte que la moyenne européenne à 40 euros. Alors ça a été revalidé à 30 euros. Nous, ce qu'on dit, négocions avec l'ordre de médecins, allez, on met sur la table 40 euros, ils ont demandé 50, pourquoi pas 50 ? On est toujours gagnant parce qu'un passage aux urgences coûte entre 200 et 250 euros la collectivité en moyenne. Ouais. En contrepartie, vous devez remplir de ces médicales partagées. Vous avez une liberté d'installation encadrée en début de carrière pendant 5 ou 6 ans. Vous ne pouvez pas vous installer comme les kinés, les pharmaciens, les infirmiers libéraux, où il y a trop de médecins, et d'ailleurs, il n'y a pas de déserts médicaux les concernant. Et enfin, rétablissement d'une obligation de garde à l'entrée des urgences. Voilà, pour désengorger les urgences. Oui, et en plus, si vous rajoutez à ça la sécurisation de la carte vitale, qui est une carte bleue publique non sécurisée... Parce que vous avez vu les fraudes sociales et exactement, les fraudes... tout compris, vous arrivez à une économie de plus de 10% des dépenses de santé, on estime à 40 milliards d'euros. C'est colossal. Oui, c'est vrai que c'est colossal. On va continuer de parler de tout cela après cette petite pause. À tout de suite. Et puis vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout cela ? Si vous voulez nous donner votre avis, un seul numéro, le 0826 300 300. Appelez-nous, on vous attend. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et la question shakespearienne, comment dégraisser le mammouth ? Comment dégraisser le mammouth, hein ? On est vraiment loin du compte quand on voit les chiffres et quand on voit ce qui se passe. Alors, Patrice Huban, vers un nouvel essor français aux éditions VA. Au fond, on parlait de ça pendant la pause, là, hors antenne. Qu'est-ce qu'on fait pour, justement, que cesse le fossé, j'allais dire la muraille de Chine entre décideurs et payeurs ? Oui, tout à fait. Alors, parmi les grands principes pour réformer l'action publique de notre point de vue, il y a effectivement l'idée de ne jamais séparer le décideur du payeur qui déresponsabilise les acteurs. Ça veut dire Alors, je prends l'exemple concret vous allez élire démocratiquement une majorité municipale qui ensuite va élire un maire qui, tenez-vous bien, n'a la main que sur 40% de son budget. Essentiellement, les taxes foncières. Et après, dire que tous les maires aujourd'hui des collectivités n'ont la main que sur 40% de leur budget. Au maximum, en moyenne. Et le reste dépend de qui alors après, ça dépend. Alors la taxe d'habitation qui a été compensée par les versements des conseils départementaux, les droits de mutation à titre onéreux, donc pour les auditeurs comprennent les frais de notaire. Et ensuite, vous avez la dotation globale de fonctionnement de l'État. Donc en fait, aujourd'hui, c'est pas la prime à la bonne gestion, c'est la prime à celui qui aura le plus de réseau, le plus entre-gens pour récupérer auprès du conseil départemental, du conseil régional et de l'État un maximum de dotations, de subventions. Et en plus, le maire aujourd'hui, pour peu qu'il ne soit pas le maire de la ville-centre de l'intercommunalité, parce qu'il y a les agglos et les intercommunalités. N'a pas forcément la main sur la décision. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une crise de vocation, puisque quand vous n'avez pas la main vraiment sur la décision, et quand vous n'avez pas la main, si vous me permettez, sur le pognon, c'est compliqué de faire avancer les choses. Alors justement, mais comment faire autrement ? Alors comment faire autrement ? Nous, ce qu'on propose, c'est que l'État définisse les assiettes de prélèvement, par exemple sur le foncier, bien sûr, mais aussi sur le résultat brut des entreprises, sur les bénéfices, non pas d'ailleurs sur l'assiette foncière ou sur le chiffre d'affaires, parce que là, vous avez prélevé des entreprises qui sont en déficit. Et puis aussi une participation, je dirais, pour les frais généraux, comme évidemment les taxes d'ordure ménagère, etc., pour le fonctionnement des services municipaux. Donc l'État détermine les assiettes.
le maire prélève avec des taux minimum, maximum définis nationalement, il faut qu'il ait la main au moins sur 80% de son budget. Alors je veux bien qu'il y ait un peu de péréquation, mais il faut qu'il ait la main sur 80% de son budget. Et là, il y a une vraie responsabilité démocratique, puisque si vous gérez mal, ça va se voir, parce que vous allez prélever sur vos administrés avec des résultats qui ne sont pas au rendez-vous. Déjà que pour les petites villes et les villages, il dépend entièrement de l'intercommunalité et de la personne qui tient l'agglomération. Mais je voudrais aller même plus loin, parce qu'on en a parlé de ça. Mais franchement, cette administration, regardez les ARS en santé, regardez le problème, regardez l'éducation nationale, regardez un certain nombre de choses où les pratiquants, je veux dire, l'administration, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas, il faut de l'administration, je ne dis pas qu'il n'en faut pas, mais quand il y a 30 à 35% de l'administrateur par rapport à d'autres pays qui en ont 20, il y a quand même un problème. Exactement, c'est-à-dire qu'on dépense autant en santé que les Allemands, 12 points de PIB, on a 30% d'administratifs en plus, 30% de soignants en moins. Et là, vous avez raison, autre piste d'économie que je n'ai pas évoquée, c'est les agences opérateurs de l'État. Je vous donnais l'exemple de la santé au travail, mais comment voulez-vous piloter cette politique? Vous avez l'ANAC, l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail. Vous avez l'INIRES, l'Institut national de recherche des sécurités et de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles. Vous avez le CNOC, le Conseil national d'orientation des conditions de travail. Vous avez le petit dernier, le Comité national de prévention de santé au travail. Vous avez les déclinaisons de la sécurité sociale, la branche vieillesse, les CARSAT dans les territoires qui s'occupent aussi de santé au travail. Vous avez l'ANSES qui fait de la sécurité sanitaire très bien, mais aussi de la santé au travail. Vous avez Eurogip, qui est un groupement d'intérêt public français qui fait des comparaisons européennes sur la santé au travail. Vous avez les SPSTI, les services de prévention et de santé au travail interentreprises, donc en gros les médecins du travail. Mais comment voulez-vous piloter une telle politique? Donc, ce qui fait qu'on en arrive. C'est l'inventaire de Prévert, il n'y a plus les ratons laveurs. Mais oui, mais ce qui fait qu'après, quand vous n'avez pas la volonté de faire le ménage là-dedans, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez demander à un cabinet de conseil de vous aider à piloter cette politique. D'où les scandales qu'il y a pu avoir avec McKinsey et compagnie. Donc c'est là aussi, mais là, quand je vous dis ça, il faut travailler. Ouais. Et le préalable pour être bon, nos éditeurs le savent, dans différents métiers, agriculteurs, chauffeurs de taxi, ingénieurs, chefs d'entreprise, il faut bosser pour être bon. Et aujourd'hui, le problème, c'est que nos dirigeants, la plupart, bien sûr, pas tous, ne bossent pas, et après, ils n'ont pas forcément de volonté. Donc, vous voyez, c'est la double peine. Oui, mais rien que l'inventaire des agences existant pour la santé au travail, c'est hallucinant, quoi. Ce que vous venez de dénoncer. Et en fait... mais attendez, tout le monde le sait, ça, ils le savent, les princes qui nous gouvernent, et encore une fois, quels que soient les bords politiques ou autres. Et comment ça se fait? Alors, on revient toujours. C'est une question de courage, de volonté, de ne pas dire, attendez, arrêtez d'avoir les comités Théodule, comme disait le général de Gaulle ou autre, enfin, les 400 agences, eh ben, on va regrouper tout ça et puis faire des économies d'échelle. Personne ne le fait. Pourquoi? Alors, il y a deux facteurs. Déjà, je répète, les partis politiques ne travaillent pas. Oui, entre deux élections, oui. Parce que tout est personnifié à travers l'élection présidentielle. Et ensuite, oui, courage, lucidité, humilité. Donc, il faut avoir du courage. Et sinon, il faut dire aux Français, vu la situation du pays, c'est deux solutions. Soit on cible les réformes et on limite la casse sociale, voire même sans casse sociale, parce qu'on tape dans le gras. Et puis, évidemment, c'est pas la faute des fonctionnaires. Hein. Aujourd'hui, l'État, c'est trop de gras, pas assez de muscles. C'est pas la faute des fonctionnaires, ils sont prisonniers du système. Après, il faut les reclasser pour ceux qui seront concernés. Donc, soit on fait ça, soit c'est la punition collective, comme on le voit aujourd'hui. On dérembourse la part sécurité sociale des consultations. Là, on parle de différentes taxations sur les ménages et les entreprises. Donc voilà, donc il faut mettre il faut taper dans le gras. Oui, et puis surtout le dire aux Français, et puis de manière à faire primer l'intérêt général, avoir le soutien de la population par rapport à des intérêts particuliers, parce que évidemment, vous avez derrière tout ça des intérêts particuliers, mais il faut faire primer l'intérêt général et taper le bon sens des citoyens. La haute politique, c'est le bon sens appliqué aux grandes choses, comme disait un grand chef d'État. Oui, mais comme on met trop souvent les intérêts particuliers avant l'intérêt général, est-ce que ce n'est pas ça, franchement, particulièrement la réalité aujourd'hui? Ben oui, mais quand vous arrivez au pouvoir et que vous avez fait un programme en disant que ça ne sert à rien, et puis vous le faites finalement en 3 mois avant le premier tour de la présidentielle, avec 17 pages et essentiellement des photos du candidat, enfin, comment voulez-vous que ça marche? Comment voulez-vous que ça marche? C'est-à-dire que ce qu'on a fait là, ce travail-là, c'est 5 ans de boulot. Parce que c'est complexe, l'État. Et l'action publique, État, collectivité, sécurité sociale, et tout se tient. Et on voit aujourd'hui, il y a des injonctions paradoxales. Il y a la loi climat et résilience qui vous limite le foncier, et d'un autre côté, on vous dit qu'il faut réindustrialiser. Et donc des ministres qui sont en compétition dans leur couloir et des mesures incohérentes. Donc la réindustrialisation demande mécaniquement
du foncier, de l'espace. Bah, bien sûr, bien sûr. Il n'y a Et on que veut des dire en même injonctions. temps limiter le foncier, oui. Voilà. Contradiction dans les termes totales. Je crois que nous avons un auditeur, Philippe, c'est ça qui nous appelle de Caen. Exactement, Philippe de Caen, bienvenue. Bonjour Philippe. Bonjour André, bonjour à votre invité. Je vais faire un petit tour d'horizon. Je dirais, monsieur, je vous remercie de votre intervention, mais votre parcours aussi vous invite en tant qu'officier et autres. Moi, je ferai une petite remarque et proposition. Allez-y. Une mobilisation obligatoire pour les majors sortis des grandes écoles, grands corps. Je m'explique. On les garde, les meilleurs. Et ils ne partent pas dans le privé. Je vous rappelle que les grandes écoles sont souvent payées avec nos deniers, nos absolument. impôts. Alors déjà, on garde les cerveaux et les gens qui raisonnent bien. Il y a aussi un petit souci, c'est que 40% à peu près des patrons du CAC 40, je vous rappelle, sont dirigés par des hauts fonctionnaires. Pour cela, Vincent Jauvert l'avait expliqué dans La mafia d'État. Tout à fait. Là, il y a un sérieux problème. Et moi, il y en a un, par contre, alors qui m'horripile actuellement, c'est monsieur Thierry Breton. Monsieur Thierry Breton, haut fonctionnaire, Orange, Atos. Est-ce que vous avez vu dans quel état est Atos? La catastrophe financière, j'espère qu'il y aura des poursuites à la clé. Enfin, une petite chose, et vous le connaissez, vous l'avez reçu, Charles Prats. Alors là, je dirais que ça va augmenter un petit peu la note. Les 50 milliards par an de fraude sociale, oui, dit-il. Alors, oui, la fraude fiscale et la fraude sociale va sur une fourchette de 30 à 50. Votre invité, avec son intervention plus sur la Sécu, ça sera plus que ça, puisqu'il y a 10 milliards en plus. Et en fin de compte, vous évoquez les comités Théodule, André. Ouais. Je vous rappelle que le comité économique et social... Le Conseil économique, social et environnemental, absolument. Le CC. Oui, vous savez à qui c'est réservé en priorité? À tous ces bons syndicalistes, comme Madame Nota et autres, et qu'on repasse et qu'on recase. Alors là, je dis stop. Et moi, je dis que vous avez reçu il y a quelque temps quelqu'un qui parlait et qui a monté le mouvement le syndicat des Gilets jaunes. Ouais. Moi, j'encourage les Français qui m'écoutent à aller sur contact @syndicat sans S, G comme Girard, J comme Jacques, .fr. Il faut bouger. Il faut que ça bouge maintenant. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Merci Philippe. Voyez un peu le ras-le-bol ou le rejet. Et des Philippe, on en reçoit beaucoup. Oui. Et ça réagit toujours en fait au 0826 300 300. Je crois qu'il y a notamment Richard de Toulouse qui est avec nous. Bonjour Richard. On demandera ensuite à participants de réagir. Bonjour Richard. Oui, bonjour. J'avais une question plutôt sur les moyens pour parvenir à avancer vers des solutions. Parce qu'on voit bien que vous parliez des intérêts particuliers dont nos politiques en fait sont éliminés de ça. Je pense que, je sais pas ce que vous en pensez, c'est un des premiers leviers, c'est de remettre une vraie transparence sur qui est qui. Parce qu'en fait, quand on appartient à un centre d'intérêt, ça peut être une grande famille, une communauté, une entreprise, et toute autre chose, un groupement d'intérêts en particulier, on voit, on a des ministres. Est-ce que d'avoir une transparence obligatoire, tout comme le patrimoine, avant-après, est-ce qu'avoir une transparence de l'appartenance qui oblige ne mettrait pas en particulier la franc-maçonnerie? C'est ce qui a rendu possible les accords aujourd'hui, je pense, électoraux entre des gens qui politiquement n'avaient rien à voir. D'accord, oui, mais bien sûr qu'il y a cet accord-là, mais restons effectivement sur le problème, bien sûr que la transparence c'est fondamental, mais je crois que ce qu'avait évoqué le premier auditeur, Philippe, je n'ai plus son nom là, voilà, Philippe de Caen, et ce que vient de dire Richard, comment réagissez-vous? Alors si, c'est très intéressant, mais je comprends sa réaction après. Il ne faut pas cloisonner non plus le public et le privé. Pourquoi? Parce que les pays les plus dynamiques sur le temps long, Corée du Sud, Allemagne, États-Unis par exemple, c'est des pays où il y a plus de synergie public-privé sur l'autel de l'intérêt général qui reste l'intérêt national. Alors évidemment, il ne faut pas de conflit d'intérêt, et évidemment, quand on sort d'une école publique, on doit donner 10 ans à minima à l'État, mais ensuite, je pense mais c'est que... pas le cas, vous le savez très bien, très souvent.
Oui, alors, il y a des règles. Je n'ai pas les chiffres, mais... Oui, alors quand on dit 10 ans, c'est en comptant la scolarité. Donc effectivement, ça fait quelques années à sortir d'école. Je pense qu'on peut aller au-delà, vous avez raison, on peut aller jusqu'à 10 ans après la sortie d'école, mais qu'ensuite c'est bien qu'on s'irrigue, parce que sinon ça évite des a priori. Alors je caricature à l'extrême, hein, mais c'est les gens du privé qui vont dire les fonctionnaires savent pas travailler, sont feignants et sont inefficaces, et les gens du public vont dire les gens du privé ne font pas l'intérêt général. Non mais pardon, Patrick Huband, qu'est-ce que vous dites, vous, sur les fonctionnaires ont la garantie de l'emploi, enfin en tout cas la plupart. Bon, est-ce qu'il faut rester là-dessus parce que le privé n'a pas la garantie de l'emploi? Tout à fait. Les fonctionnaires l'ont. Est-ce que déjà ça ne crée pas une... Alors moi je pense qu'il faut garder l'emploi à vie pour les fonctions éminemment régaliennes pour garantir l'indépendance, les magistrats, les policiers au moins à un certain niveau. Parce que c'est pas parce que vous êtes, je dirais, fonctionnaire que vous êtes plus engagé. Les militaires, j'ai connu le monde militaire, c'est 70% de contractuels, ils sont prêts à donner leur vie pour la France. Donc c'est pas une question de statut, l'engagement public, bien évidemment. Donc je pense qu'il faut garder le statut de fonctionnaire à quelques fonctions éminemment régaliennes et le reste des contractuels. Mais vous savez, c'est une révolution qui se fait à bas bruit. Ça se fait déjà. Donc de plus en plus, vous avez des contractuels recrutés dans la fonction publique. Après, sur les hauts fonctionnaires, le 440, oui, je suis assez d'accord. Maintenant, c'est pour ça que notre politique économique se centre sur les PME. Parce que les politiques de l'offre échouent tout le temps. Parce que dès qu'on fait une baisse de prélèvement, nos entreprises sont les plus taxées, fiscalisées du monde développé. Mais dès qu'on fait une baisse, on va vous dire, vous faites un cadeau à un grand patron. Or, les grandes entreprises, on en a autant que les Allemands, et peuvent optimiser avec leurs filiales et font leur croissance en dehors de la France et parfois de l'Europe. Alors qu'en revanche, si vous ciblez la politique de l'offre sur les TPE, PME, ETI, donc les ETI, c'est les entreprises de taille intermédiaire, les grosses PME, généralement exportatrices, et moins de 5000 pour faire court. Si vous ramenez les prélèvements obligatoires dans la moyenne européenne pour ces entreprises-là, qui ont comme concurrents des entreprises essentiellement dans l'espace européen, et puis 60% de notre commerce extérieur se fait avec l'Union européenne, si vous ramenez les normes aussi qui pèsent sur les entreprises, sur les standards européens, dont le Code du travail, et dans la foulée, vous laissez les clés aux partenaires sociaux, comme dans les pays les plus dynamiques en Europe, Suisse, Pays-Bas, Danemark, etc. Tout ce qui concerne le travail, l'emploi, la formation professionnelle, ce sont les branches qui décident et les entreprises qui décident. Et aujourd'hui, ça marche en France parce que depuis 2016, on a inversé la hiérarchie des normes. Et dans beaucoup de cas, c'est l'accord de branche et d'entreprise qui prime sur l'accord national. Donc dans un pays jacobin, on a fait confiance au terrain et ça marche. Voilà, donc ce qui fait qu'il faut vraiment cibler la politique de l'offre sur les PME et faire un gros effort de recherche, puisque les pays, je répète, les plus dynamiques sur le temps long, Corée du Sud, Allemagne, États-Unis, mettre entre 3,5 et 4,5 points de PIB à la recherche. Alors nous, on est à 2,2. Oui, c'est en fait aller vers les TPE et les PME. C'est le capitalisme à visage humain. Ce sont beaucoup de nos auditeurs qui nous écoutent, des commerçants, des artisans, des chefs d'entreprise, des start-upers, des gens qui font avancer le pays. Il faut lâcher la bride sur le cou de nos chevaux de course pour ensuite faire grossir le gâteau avant de partager les parts et pouvoir financer une politique de solidarité pour nos compatriotes les plus en difficulté, puisque la valeur d'une nation est la valeur qu'elle accorde à ses citoyens les plus fragiles. Et oui, et il est temps de rappeler, de faire des piqûres de rappel aux presse qui nous gouvernent de ce point de vue-là. On en parle et on a aussi Mohamed qui nous appelle après, je crois, une petite pause. Voilà, et vous, est-ce qu'il y a un domaine où il faut dégraisser en premier? Appelez-nous pour en parler au 0826 300 300. On vous attend, à tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. J'adore vos invités, la variété de vos émissions. Voilà. Je suis bercée par le rythme de Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul, Patrice Huband aussi, vers un nouvel essor français. Est-il encore possible ? Et comment? On en parle, mais je crois que nous avons un auditeur, Louis. Exactement, c'est Mohamed qui nous appelle de Lille. Bonjour Mohamed. Bonjour Mohamed. Bonjour à tous. Bonjour. De Toulouse, oui, absolument. Donc, je vous appelle. J'ai une petite question à vous poser. Les intérêts de la dette. Oui. Depuis 1973, l'État emprunte à des banques et non plus à la Banque nationale, enfin la BNF. Et ma deuxième question, c'est quel est le montant des subventions qui sont attribuées à la presse écrite chaque année, alors qu'on sait que c'est un secteur qui est moribond. Ouais, non, mais c'est un, oui. Alors là, écoutez, Mohamed, c'est intéressant de vous parler de ça parce que la semaine prochaine, on va parler de la presse écrite, et nous avons la liste des subventions, elle est pas mal du tout. Je vous dirais parce que comme on arrive en fin d'émission, en 2 mots, vous avez des journaux qui vendent, allez, on va pas les citer tous, mais je vous dirais quelques milliers d'exemplaires sur toute la France et qui touchent
par an 6 à 7 millions d'euros d'argent public. Et vous avez des journaux, possédés par des oligarques milliardaires ou multimilliardaires qui touchent également entre 6 et 8 millions d'euros par an d'argent public. C'est le vôtre, le mien et celui de tous les autres. Voilà. Ça c'est absolument, c'est officiel et on va en parler la semaine prochaine. Mais justement sur la dette et sur le problème de la dette. Oui, tout à fait. Mohamed a tout à fait raison. Donc c'est inquiétant puisque aujourd'hui les intérêts de la dette, ça recouvre à peu près 50 milliards et ça en augmentation constante, c'est l'équivalent du budget des armées. Et donc, la charge de la dette, c'est uniquement les intérêts. Et quand vous voyez certains qui disent il n'y a pas de sujet, on ne remboursera jamais la dette, dans la démagogie totale, je suis étonné de voir que ces gens-là sont des alliés objectifs des fonds souverains, des fonds de pension anglo-saxons, des banques d'affaires. Moi, je préférais que ces 50 milliards d'euros, on les mette dans nos hôpitaux, dans nos écoles, dans nos armées, dans notre police sur le terrain, dans notre santé, etc. Donc, tout à fait. Et là, de toute façon, il y a... La seule façon d'y arriver, je répète, on ne peut pas continuer à financer notre modèle social et environnemental qui se veut de haut niveau, bien évidemment. On ne va pas se niveler au niveau de la Chine en termes de salaire, etc. La seule façon d'y arriver, c'est de dégonfler intelligemment la sphère publique. Et nous, on a documenté 10% d'économies, 160 milliards d'euros, à redonner en marge aux PME qui emploient 110% des salariés dans les territoires, en pouvoir d'achat sur le salaire net des Français et dans les 5 fonctions de base prioritaires qu'on attend de l'État, sur le terrain, je précise, santé, éducation, justice, sécurité, défense. Et encore, si on devait se ramener à la moyenne européenne de dépenses publiques par rapport au PIB, il faudrait faire un effort de plus de 200 milliards. Et 10% d'économie, c'est largement faisable. On est bien d'accord que dans une entreprise, un ménage est capable de faire une économie ponctuellement de 10%. Simplement, l'État est complexe, il faut soulever le capot, il faut se mettre à travailler, avoir un petit peu de volonté et de pédagogie après. Alors, soulever le capot. Alors moi, j'ai une question à vous poser, Patrick, à vous et à ceux qui vous suivent dans ce mouvement du Nouvel Essor français. Il y a, vous savez, en 25, il peut y avoir une nouvelle dissolution. En tout cas, constitutionnellement, Emmanuel Macron a le droit de redissoudre en 2025, au bout d'un an. Vous vous présentez aux élections législatives ? Oui, si. En tout cas, moi, je sais pas personnellement, mais en tout cas, on va présenter des candidats. Évidemment, il faut qu'on joue le jeu du processus démocratique et qu'on puisse avoir des élus pour porter la voix et porter notre projet, tout à fait. Même chose pour la présidentielle en 2027, éventuellement. Oui, alors là, on est encore loin de tout ça. Moi, je pense qu'il faut arrêter de personnifier la politique. Il faut apprendre à jouer collectif. Vu la situation du pays, nos aînés ont montré la voie il y a 80 ans. Alors évidemment, il faut une incarnation, mais faisons les choses en l'ordre. D'abord, on fait un programme qui rassemble un maximum de Français sur la base d'une grande ambition pour le pays et du bon sens. Encore faut-il qu'il soit connu. Bien évidemment, c'est pour ça que je vous remercie encore de cette invitation, parce que la France, il faut arrêter de raser les murs, de baisser la tête. La France a la capacité d'être le pays le plus prospère et puissant d'Europe. Et j'irais même au-delà, à les capacités d'être au 3e rang mondial. Même maintenant, même au moment où on dit la France, c'est fini, etc. Je pense que si on ramène les prélèvements obligatoires et les normes sur nos PME dans la moyenne européenne et qu'on remet un petit peu d'ordre dans le pays au niveau sécurité et justice, on est capable de doubler l'Allemagne dans 10-15 ans. Et je pense même de se hisser au 3e rang mondial, au coude à coude avec l'Inde. Mais c'est possible. Vous êtes très optimiste. Non, je ne suis pas optimiste, mais je suis d'un optimisme de volonté. Je rappelle que la France a été la 2e puissance économique mondiale entre 1963 et 1967. Donc il n'y a aucune fatalité. Regardez les Jeux Olympiques, on était 3e, alors certes, en volume de médailles par exemple. Je veux dire, à partir du moment où il y a un peu de volonté politique et de constance, puisque les Jeux Olympiques, c'est une affaire de 10 ans en termes de préparation, il y a eu de la volonté politique, de la constance, et ça a été un succès. Donc on est capable d'y arriver. Mais parce qu'au départ, il y avait un projet et une volonté. Enfin, les Jeux Olympiques, c'est une chose. Non, mais bien sûr. Ça n'a rien à faire avec le redressement d'un pays. Et attendez, une question. Alors, quand même, en restant dans l'Europe, on y arrive ? Alors, nous, on est contre l'Europe fédérale, contre le Frexit, puisque les problèmes sont avant tout à 80% franco-français. Parce que si la zone euro... Contre le Frexit ? Oui, pour le Frexit. En tout cas à court terme, parce que si l'euro et la zone euro étaient le problème, tous les pays de la zone euro seraient dans la même difficulté que la France. Nous, on est au fond de la classe de la zone euro. Donc commençons déjà à faire le travail chez nous. C'est pas l'Union européenne qui nous empêche de remettre de l'ordre dans nos comptes publics, de remettre de l'ordre dans nos quartiers, d'aider nos entreprises, etc. Donc en fait, on est pour revenir au principe de subsidiarité. C'est-à-dire, nous, on estime qu'il n'y a pas de démocratie sur nation pour au moins 2 raisons de bon sens. C'est pas l'idéologie. 1, la démocratie, c'est le régime du débat.
il faut une langue commune. Deuxièmement, pour faire en sorte que des individus dans une société libre comme la nôtre, qui ont des intérêts socio-économiques différents, pour de temps en temps, un trader et un chômeur pas qualifié regardent ensemble dans la même direction, je ne vois rien d'autre que le drapeau tricolore et la Marseillaise. C'est pour ça que la nation reste l'écrin indépassable. Après, l'Union européenne doit s'occuper de la zone euro, de l'espace économique, et pour le reste, c'est uniquement en mode projet, comme pour l'armement. Il y a 3 États qui veulent concurrencer Google, créer un concurrent de Google, ils se lancent. Il y a 5 États qui veulent aller royal à l'autre bout de la planète, vous voyez. Donc nous, on est pour un Bruxit, c'est-à-dire retirer l'initiative, le monopole de l'initiative législative à la Commission de gens non élus et redonner les clés aux politiques, Conseil européen, Conseil de l'Union européenne, les ministres compétents et les parlementaires. Et donc rester et l'État-nation. Eh ben, c'est revenir à l'Europe de Gaulle, l'Europe des patries, l'Europe des nations, parce que ça ne marchera pas sinon. Vous parlez de l'Union soviétique tout à l'heure, ça ne marchera pas, ça implosera. Si on centralise tous les pouvoirs à Bruxelles auprès de personnes non élues et qu'on élit des représentants en France démocratiquement qui n'ont plus les clés du camion. Eh bien, écoutez, on vous suivra et on verra. Qui votera verra et qui vivra verra. Merci, Patrice Huban. Merci, André Marco. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.